Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence dédiée à un sujet aussi passionnant qu'urgent, les impacts croisés entre tourisme et changement climatique. Nous le savons, le tourisme est un secteur clé pour l'économie, la culture et les échanges entre les peuples. Mais il est aussi fortement vulnérable aux effets du changement climatique qu'il contribue lui-même à amplifier. C'est pourquoi nous avons souhaité créer cet espace de réflexion, d'échange et de partage d'expériences. Je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui de Sorel, Anne et José qui vont co-animer cette conférence qui répondra à la question « Quels sont les impacts du changement climatique et des catastrophes naturelles sur le secteur touristique en Bretagne et comment le secteur peut-il s'adapter afin de limiter l'impact de ces risques ?» Nous accueillons Nolwenn Lostis et Morgane Pingam-Lecor, que je laisserai se présenter ultérieurement. Merci à elles d'avoir accepté cette invitation et merci à vous d'être présents ici pour repenser avec nous le tourisme de demain à l'heure de l'urgence climatique. Nolwenn, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Nolwenn Lostis, moi j'ai plusieurs casquettes, mon cœur de métier je suis guide conférencière, je suis également propriétaire et gestionnaire de 2 gîtes touristiques, un dans le Pays des Abers et l'autre en Côte des Légendes, et puis pour terminer je réalise du conseil, enfin de l'audit et du conseil pour les structures culturelles touristiques sur le secteur brestois. Merci Nolwenn. Morgane, c'est à vous. Bonjour à tout le monde, Morgane Pingam-Lecor, je suis intervenante en anglais et originaire de Bretagne. Je suis très intéressée par l'écologie et principalement par la préservation de notre belle région. Merci Morgane. Notre conférence sera structurée en 3 grandes parties. Premièrement, nous allons aborder les impacts du changement climatique et catastrophes naturelles sur le tourisme en Bretagne et par la suite sur les impacts du tourisme et l'environnement en Bretagne. Et pour conclure, on aura les stratégies d'adaptation mises en place par le secteur touristique en Bretagne. Alors, donc, Nolwenn, nous allons commencer donc par la première partie et la première question sera spécialement pour vous. Donc, nous aimerions savoir quelles zones touristiques de Bretagne sont les plus exposées aux risques climatiques et catastrophes naturelles actuelles et futures. Alors, moi, directement, c'est vrai que j'ai tendance à penser à la côte, et notamment donc au trait de côte. Nous, en Bretagne, alors on a une côte qui est très importante, et notamment sur le Finistère, hein, ce sont 1200 km de côte. Et il est vrai qu'on en parle de plus en plus, de par les intempéries, de par toutes ces tempêtes que l'on peut subir, se pose la question du trait de côte, et notamment donc de ce recul du trait de côte. Il y a des prévisions qui ont été faites par des cartologues américains d'ailleurs, qui ont édité des cartes de cette, et notamment de la Bretagne à échelle, dans une temporalité assez importante, et on se rend compte que toute la partie côtière finalement ne sera plus. Donc pour moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire et à penser tout de suite, en tout cas, au trait de côte et au littoral, et qui est très important pour nous, et notamment au niveau du tourisme, puisque cette région Bretagne est la première destination estivale préférée des Français, notamment sur ce littoral. Donc c'est vrai que ça a un impact sur le tourisme, on en reparlera je pense plus tard, mais c'est vrai qu'en tout cas pour moi c'est le littoral. Merci beaucoup Nolwenn pour votre précision et votre partage. Moi, j'ai une première question pour Morgane. Donc, nous savons que vous êtes très intéressée par le changement climatique et en tant que capitaine bretonne, constatez-vous des impacts du changement climatique sur le Bretagne en général ? Oui, alors il y a des changements qu'on peut tous constater depuis quelques années en termes de météo, où on va avoir des hivers beaucoup plus doux que ce qu'on a pu connaître par le passé. On a moins de gel aussi pendant les périodes où on en avait plus fréquemment. Il me semble qu'on parle de 3 à 4 jours de gel en moins sur les mois de mars et avril. Et ensuite, je rejoins un peu ce que disait Nolwenn, on voit des changements au niveau du littoral, où on a des plans de falaises qui tombent, des plans de côte qui vont s'effondrer. On a des espèces qui disparaissent, et d'autres qui apparaissent et qui détruisent encore un peu plus soit la faune, soit la flore. Donc c'est des choses qu'on peut constater depuis quelques années et qui malheureusement vont dans le sens
où ça va être de plus en plus important. Merci Morgane. Pour appuyer vos propos ainsi que ceux de Nolwenn précédemment, il est vrai qu'on a pu retrouver des chiffres de l'INSEE qui montrent justement cette envie des Français de venir en Bretagne pour passer les vacances surtout, et notamment la saison estivale, au vu des nombreuses canicules qui sont beaucoup plus fréquentes et plus récurrentes dans le sud de la France, parce qu'on a une augmentation de plus de 75% du nombre de nuitées. Alors c'est un chiffre qui comprend Bretagne, Normandie et Loire-Atlantique, donc plutôt la partie Grand Ouest. En seulement 10 ans. C'est vrai que cette progression a été faite en seulement 10 ans, ce qui est quand même énorme par rapport à ce changement climatique qu'on sait qui est de plus en plus important et présent. Et donc vous, Nolwenn, en tant que professionnelle du secteur touristique, avez-vous déjà constaté des effets directs du changement climatique ou catastrophe naturelle sur vos activités à vous? Et si oui, lesquelles? Alors, au niveau de la fréquentation en elle-même ou plus de l'activité en elle-même, par exemple les visites guidées, est-ce qu'on a des problématiques qui... Ça peut être les deux. Les deux En prenant comme exemple la tempête Ciarán, si vous voulez, qui a eu lieu en novembre 2023. Oui, alors c'est vrai que cette tempête, pour nous, ça a été complexe dans le sens où, donc on était au mois de novembre. Nous, l'objectif du territoire, c'est d'essayer de proposer des activités, alors à la fois aux touristes, parce qu'on parle de tourisme, etc., mais également aux résidents, parce qu'il ne faut pas oublier les locaux et les résidents. Et au contraire, même, j'ai envie de dire que c'est en premier lieu à nos locaux qu'il faut être capable de proposer des activités. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se sentent mis sur le côté de la route parce qu'on parle de tourisme. Et c'est vrai qu'à cette période-là, donc nous, on essaye de développer des activités sur les ailes de saison. Donc ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est avant avant juin, juillet, août et après cette période-là. C'est un peu notre gros challenge actuellement que de développer cette partie-ci. Donc en plein mois de novembre, on était en plein dedans, justement ces ailes de saison, et on avait une programmation qui était intéressante. Et bien, il y a un moment, faut être clair. Hein. C'est vrai que notre problématique, c'est qu'on a beau vouloir, il y a le on veut et le on peut, et on se rend compte que de développer le tourisme et les activités sur les ailes de saison, c'est compliqué à cause du temps, parce qu'on est sur une région qui est pluvieuse, où on a effectivement des mois de novembre, décembre où on a des tempêtes. Et pour le coup, moi, je me rends compte que malgré le fait que l'on veuille le faire, on se retrouve contraint à beaucoup d'annulations d'activités. Et parce qu'aussi, on est sur une région et un territoire en fait où nos activités, elles sont, je dirais, à 95% en extérieur. Donc fatalement, on est tributaire de ces aléas climatiques et en tout cas de cette météo. Là, avec Ciarán, c'est vrai que c'était apocalyptique, hein, et ça a eu des conséquences pour l'après, puisqu'on s'est retrouvé avec de nombreux sentiers. Alors côtiers et puis également dans l'intérieur des terres, qui n'étaient plus praticables. Et donc on a dû revoir notre copie pour l'organisation de nos visites guidées, de nos randos guidés, parce qu'on fonctionne beaucoup avec des randos guidés. Et on a dû revoir effectivement notre copie par rapport à ça. Oui, clairement. Merci Nolwenn. Pour rappel, la tempête Ciarán a eu des rafales historiques atteignant jusqu'à 156 km/h à Brest et plus de 200 km/h sur la pointe du Raz. Et vous parliez des locaux, des résidents de Bretagne, en plus des touristes. Mais pour rappeler, 780 000 foyers ont été privés d'électricité en Bretagne, allant jusqu'à plusieurs jours, voire des fois semaines dans certaines régions de Bretagne. Et évidemment, beaucoup de dégâts matériels sur les hébergements, sur même la végétation. Des milliers d'arbres ont été déracinés et ont bouché les routes, les sentiers, comme Nolwenn a pu le dire. Merci Lorraine. Du coup, Morgane, cette question vous est destinée. Dites-nous, voyagez-vous beaucoup en Bretagne? Si oui, avez-vous changé vos propres habitudes de voyage face aux enjeux climatiques? Oui,
Alors c'est vrai que ça fait quelques années où mes voyages sont principalement sur la Bretagne. On a la chance d'habiter là où les autres vont en vacances, donc autant en profiter. Mes changements, c'est vrai que ça va être au niveau de la mobilité, donc d'essayer d'utiliser les trains, d'utiliser les transports en commun. Si jamais je me vois vraiment dans l'obligation de prendre ma voiture, je propose toujours un covoiturage pour la remplir au maximum et essayer de limiter l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Et à côté de ça, c'est vraiment le slow tourisme, c'est la randonnée, c'est de prendre mon temps, d'être plutôt aller rester chez des amis que de rester dans des habitats qui ont été construits vraiment pour le tourisme. Donc d'essayer de limiter mon impact autant que possible. Et c'est vrai que puisque ça m'intéresse, d'essayer de faire des petits stages, comment réutiliser les algues, comment repérer des nids d'oiseaux dans des galets et faire en sorte qu'ils restent protégés et pas piétinés. Donc j'essaye de mettre tout ça en place autour de mes petits séjours. Et pour revenir sur le point de Nolwenn, où il y a beaucoup d'annulations de dernière minute à cause des pluies, à cause des vents, c'est vrai que moi j'ai tendance à plutôt partir à la dernière minute. Quand on voit qu'il y a un joli week-end qui s'annonce, ben, on plie bagage et on en profite. Bravo Morgane pour cet engagement. Fort notamment dans le choix de ne plus prendre l'avion. Je sais que ce n'est pas facile, mais bravo à vous de privilégier surtout la mobilité douce. Donc, ce sont des gestes concrets qui ont un réel impact sur le tourisme. Du coup, après avoir abordé dans un premier temps l'impact du changement climatique sur le tourisme, nous allons maintenant parler de l'impact du tourisme sur l'environnement. Morgane, cette question vous est toujours dirigée. Selon vous, est-ce que le tourisme en Bretagne participe-t-il à la dégradation de l'environnement local? Si oui, comment? Alors, oui, je pense. On en a en plus beaucoup entendu parler aux informations ces quelques dernières années, où on a vraiment des grosses affluences sur des sites que tout le monde veut venir voir. Donc, on a une pollution qui va être en résultat à ça. Sur fréquentation, on a de la pression sur l'eau, donc sur l'approvisionnement en eau, la gestion des déchets qui peut poser problème aussi, et bien sûr l'impact que ça peut avoir sur les habitats naturels, sur la faune et la flore notamment. Et il y a des choses, à mon avis, qui vraiment manquent de sens de nos jours, mais ça va être le tourisme vraiment de masse, où on voit des cars entiers débarquer et aller tous dans la même direction. Je pense bien sûr aux croisières, bien qu'on n'en ait pas trop en Bretagne, mais c'est pareil, c'est un type de tourisme qui a vraiment un impact colossal sur l'environnement. Et donc, il y a certaines choses qui sont déjà mises en place, de limiter, d'avoir des jauges à la journée. Je pense aux îles notamment, qui vraiment limitent le nombre de visiteurs sur la journée. On a des lieux qui vont être vraiment balisés et surveillés afin de faire en sorte que les gens n'aillent pas sur des sentiers sensibles où les animaux veulent survivre. Pour compléter à ce que Morgane a dit, je dirais aussi que cette pression touristique ne touche pas uniquement l'environnement, mais on peut aussi parler de l'impact sur les habitants. Donc, à titre d'exemple, nous pouvons prendre le cas de Belle-Île en mer, où la pression touristique est telle que les habitants ne parviennent plus à trouver des logements, dû au fait que les résidences secondaires et des locations saisonnières. Donc, c'est un vrai enjeu de trouver un équilibre entre l'attractivité touristique et la qualité de vie locale. Alors, Nolwenn, on va revenir vers vous. Donc, on est sur le tourisme littoral en Bretagne. Et j'ai une petite question pour vous. Il faut savoir que le tourisme littoral en Bretagne est très, très développé, avec ses plages, ses restaurants, ses ports aussi, ses îles, ses paysages. Et vu que c'est très développé, ça peut être très vulnérable. Donc, la question que j'avais à poser, c'est, vu que c'est très développé, face aux effets combinés du changement climatique et catastrophique, à quel niveau et par comment le tourisme littoral peut être vulnérable pour le littoral? Est-ce que tu peux répéter la question, José? Alors, je vais répéter la question. La reformuler, en tout cas. Je vais reformuler la question, pardon. Donc, en quoi le tourisme littoral, très développé en Bretagne, est-il particulièrement vulnérable face aux effets combinés du changement climatique et des catastrophes naturelles?
Ok, donc en quoi, en gros, le tourisme littoral est menacé? Le tourisme littoral Ok. est menacé à cause des... Voilà. Ok, très bien. Merci José. Je vous en prie. Du coup, oui, bah alors, pour le coup, on peut revenir sur ce que l'on évoquait tout à l'heure avec notre histoire de trait de côte. Moi, je prends l'exemple là, de certaines parties de GR, donc GR34, hein, puisque nous sommes concernés par le GR34. Et notamment, moi, j'ai un camping avec lequel je travaille et qui, en fait, ce camping est vraiment en bord de GR34. Une partie de GR34 a été fermée. Là, actuellement, il y a des tractations avec la municipalité pour voir comment les choses vont évoluer. Et le fait est que la municipalité va sans doute devoir eh bien, manger, je dirais, une partie du camping. Alors, la municipalité redonnera une autre partie de terrain qui est un peu plus dans les terres. Hein. Mais voilà, parce que ce trait de côte, il recule trop. Donc déjà, on a cette problématique, effectivement. Deuxième problématique, toujours par rapport à ce littoral, aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué pour des structures touristiques que de s'implanter sur le littoral. Les structures qui sont en devenir, où on a des projets et qui sont plutôt sympas en plus, hein, mais essuient des refus parce que problématique déjà avec ça peut être dangereux, etc. Et l'avenir n'est pas effectivement très serein par rapport à ça, et également dans des mesures de préservation de l'environnement et notamment du littoral, quoi. Donc c'est vrai que ces structures touristiques, même si, oui, le tourisme est très développé sur les littorales, on parle de surtourisme, etc., etc. Honnêtement, nous, sur cette côte nord, ça va. On n'est pas comme dans le Morbihan, par exemple. On est sur une côte nord qui est plutôt quand même préservée, même si elle souffre, mais au niveau du trait de côte, hein, mais qui est quand même plutôt préservée. On n'est pas sur du surtourisme. Et même si on a l'impression d'ailleurs qu'on a du surtourisme en Bretagne, quand on regarde un petit peu les chiffres et sur les définitions précises du surtourisme et des quotas, on n'y est pas. Mais attention, méfiance, et effectivement, il faut faire attention et puis rester sur ses gardes pour préserver tout cet environnement. Mais effectivement, oui, ça a une incidence sur les structures touristiques, ouais, complètement. Je vous remercie pour cette intervention. Merci, José. Et maintenant, j'aurais une question pour vous, Morgane. C'est vrai, quand on parle de l'impact du tourisme sur l'environnement, on ne peut pas ignorer les infrastructures touristiques. Donc, d'après vous, les infrastructures touristiques comment impactent-elles sur l'équilibre des zones sensibles comme les dunes, les marais, les falaises, par exemple comme les hôtels, les campings, les ports, les routes, etc. Alors c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de goudron qui a été éparpillé un peu partout sur le littoral. Donc ça a un impact sur l'eau qui s'infiltre sur les sols et qui va pouvoir conserver les falaises ou non. Donc on voit des chutes de cailloux, on voit des chutes de falaises qui sont sans doute un peu impactées par, ou dues du moins à cette bétonisation des littoraux. Ensuite, on voit au niveau des dunes, alors forcément, dès qu'il y a une affluence, le sable se disparaît à chaque jour un petit peu plus. J'ai quelques chiffres que j'ai été chercher. Par exemple, Finistère Nord, on a les dunes de Boutrouille à Kerlouan, et donc on a des reculs de 8 à 10 cm sur une quinzaine d'années, ce qui est vraiment énorme parce qu'on est censé être à 0,3 mm par an normalement. Donc depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment une augmentation du recul des dunes qui est fulgurante. Et donc on voit bien que ça a un impact sur ensuite les routes qui sont juste derrière, puis les campings qui sont juste derrière, qui sont moins abrités, sur la faune forcément qui y vivait et qui doit trouver d'autres endroits
ou survivre. Donc tout ça, ça a un impact. Et en tout ce qui concerne le GR34 dont parlait Nolwenn tout à l'heure, c'est vrai que donc on a des habitats qui sont très proches des falaises, très proches des chantiers, qui sont mis en danger, et on a un dérangement vraiment de la faune dès qu'il y a des chutes comme ça. On a des espèces qui sont mises en danger, on a des plantes qui sont mises en danger, donc c'est vraiment des dégradations qui ont un impact très important sur l'écologie. Merci Morgane pour ces précisions et cette vérité chiffrée de l'impact du tourisme sur l'environnement, sur la faune et sur la flore locale. Nolwenn, d'après votre expérience et l'expérience surtout dans l'accueil de public et tout ça, et être au contact des touristes souvent, pensez-vous que les visiteurs sont suffisamment informés de leur impact environnemental lors de leur séjour ici en Bretagne? Très honnêtement, je pense qu'ils le sont de plus en plus. C'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais comme c'était pas le cas, je dirais à la limite de personnes entre guillemets. Enfin, si, on avait quand même des personnes qui s'intéressaient à ce sujet et qui faisaient attention, etc. Mais c'est vrai qu'on a toute une génération en fait. Où en fait on consommait, on surconsommait, et puis c'était comme ça, et voilà. Et puis ensuite on a commencé à nous dire attention, hop, là ça va pas du tout, et effectivement il fallait revoir sa copie. Donc de plus en plus, en tout cas, nos visiteurs, ils sont informés. Moi je pense très honnêtement qu'il y a tout un travail qui est à mener par les professionnels du tourisme pour sensibiliser la clientèle. Moi, je prends mon exemple au niveau des gîtes que je possède. On a des formations qui sont proposées par différentes structures et différentes institutions qui sont tournées sur ces problématiques-là, donc des structures touristiques. Donc voilà, clairement des formations qui sont proposées sur la thématique de accueillir sa clientèle tout en justement respectant un maximum l'environnement. Donc ça va être les bons gestes, etc., etc. Et moi, de mon côté, il y a un outil que j'aime beaucoup, dont j'ai fait l'acquisition cette année, et qui a été créé, édité et commercialisé par Bretagne Tourisme. En fait, c'est un kit éco-gestes à destination des propriétaires et des hébergements. Donc chaque type d'hébergement, donc on a les hébergements type hôtel traditionnel, on va avoir les gîtes, les chambres d'hôtes, les campings, etc., etc. Et donc on choisit son éco-kit. Donc pour être très transparente et par les tarifs, moi, mon éco-kit pour le gîte a coûté 35 €. Et donc, à l'intérieur, on a plein d'outils et de documents que l'on peut intégrer donc à notre hébergement pour sensibiliser nos clients à ces gestes, ces éco-gestes. Alors, ça va être, par exemple, des stickers qui sont en forme de gouttes d'eau et qu'on va poser à côté de la douche. C'était marqué, donc, je crois que c'est 5 minutes max. Vous avez la même chose pour les interrupteurs. Donc, ce sont des empreintes digitales qu'on appose sur les interrupteurs pour attirer l'attention et pour dire allez, on éteint la lumière quand il n'y en a pas besoin. On va avoir des outils également, par exemple des affiches. On va avoir tout ce qui va être aide pour le compost. Donc moi, par exemple, au gîte, c'est obligatoire de toute façon maintenant. J'ai un composteur. Enfin, on s'est équipé de composteurs. Et donc, il y a tout le fonctionnement en fait des composteurs qui est super bien détaillé. Voilà, donc ces éco-kits, moi je les trouve, enfin en tout cas pour ces éco-gestes, je les trouve intéressants, très intéressants. L'objectif pour moi, c'est de faire attention parce que il faut sensibiliser, mais ne pas culpabiliser. Voilà, moi c'est quelque chose auquel je suis très attentive dans le sens où je refuse de faire culpabiliser mes clients du fait qu'ils soient en vacances, qu'ils ont envie de profiter. Effectivement, je veux qu'ils passent un bon moment, mais tout en faisant, il y a des études qui ont été faites il y a quelques années qui disaient que quand on était en vacances et quand on partait en vacances, on avait tendance à mettre son cerveau et son côté citoyen en vacances également. Donc l'objectif, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est pas de culpabiliser non plus. Puis c'est de dédramatiser aussi. Ça, c'est important parce que voilà, on peut avoir des discours parfois qui peuvent être un peu rudes, je trouve, et pour notre clientèle qui peuvent être difficiles
à encaisser, entre guillemets, mais en tout cas, on a vraiment une sensibilisation à faire. Donc, nous, du côté, de ce côté-là, on a ces kits éco-gestes que je trouve intéressants. Donc, on a des formations également. Après, moi, pour mes visites guidées, je sensibilise toujours mes clients au respect de l'environnement. Et souvent, d'ailleurs, je leur demande d'observer leur environnement. Et même quand on est dans un environnement urbain, d'ailleurs, pour voir comment les choses sont faites. Et souvent, quand on est sur les GR34, ce qui les choque, entre guillemets, c'est que quand on fait des petites pauses, ils grignotent un petit quelque chose et puis ils cherchent des poubelles sur les plages pour mettre leurs déchets. Et ils me disent, mais il n'y a pas de poubelle, Nolwenn, comment on fait? Et je leur dis en fait ils me disent, mais c'est lamentable, il n'y a pas de poubelle. Je fais, non, c'est pas lamentable, c'est fait exprès. Pour le coup, c'est fait exprès. Et ils comprennent pas forcément. Et je leur dis, si, c'est pour éviter aussi les tentations, entre guillemets, puisque c'est vrai que ces poubelles, elles ont tendance à déborder, notamment l'été, parce qu'on a une activité qui est très importante. Donc le fait de pas en mettre, en fait, ça force les gens à les garder avec soi et à les mettre dans des points de déchets adaptés. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je leur parle beaucoup des bacs à marée où on met les déchets effectivement qu'on trouve sur le bord de plage. Donc en tout cas, nous, je trouve en tant que professionnel du tourisme, on a un devoir que de sensibiliser notre clientèle. Notre clientèle, elle est tout de même, je trouve, de plus en plus sensible à ces questions-là. C'est aussi ce qu'ils viennent chercher en Bretagne, moi, mes clients, c'est ce côté justement nature. De toute façon, c'est la première motivation des clients quand ils viennent en Bretagne, c'est la nature. Donc, et généralement, quand on vient chercher la nature, c'est qu'on est plutôt respectueux. Moi, j'ai ce souvenir-là justement en Islande où j'avais été en Islande et où les gens étaient vraiment très, 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 très respectueux, mais parce qu'on est sur une clientèle qui est une clientèle de randonneurs, qui aime la nature et qui, du coup, est sensible déjà. La cause est acquise, en fait. Donc après, il faut réussir à sensibiliser ceux pour qui la cause n'est pas acquise. Mais moi, j'ai bon espoir, même s'il y a encore beaucoup de travail. Merci, Nolwenn, pour ces précisions sur les choses qui sont mises en place pour les professionnels du tourisme afin qu'ils sensibilisent leurs clients à leur impact environnemental. Donc c'est vrai que, merci pour ces précisions à une échelle locale, mais il est vrai qu'il existe aussi à l'échelle nationale grâce à l'ADEME, donc qui est l'Agence de la transition écologique. C'est un établissement qui est placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui propose, comme vous le disiez, des guides pratiques donc à destination des restaurateurs et des hébergeurs, qui détaillent les actions concrètes sur la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie, la mobilité, les achats responsables, qui sont donc donnés aux professionnels du tourisme pour que eux, derrière, en fassent part à leurs clients et puissent avoir un impact aussi à leur échelle personnelle sur l'environnement en général. C'est vrai que c'est très intéressant et j'aime beaucoup l'idée d'utiliser les éco-kits pour les hébergements, pour sensibiliser les touristes. C'est des petites touches, mais qui marchent très bien en utilisant dans les hébergements. Et alors, après avoir vu comment le changement climatique importe le domaine d'activité touristique et aussi comment le tourisme affecte l'environnement, il est temps maintenant de réfléchir à ce qu'on peut faire. Donc, comment s'adapter face au dérèglement climatique et surtout, quelles solutions concrètes pouvons-nous mettre en place pour avoir un tourisme plus durable en Bretagne. Donc, nous allons aborder maintenant la troisième partie pour répondre à la question « Comment limiter les impacts du tourisme sur l'environnement en Bretagne ?» Non, Morgane, cette question vous est destinée. Selon vous, quelles sont les stratégies d'adaptation face au changement climatique qui ont été actuellement mises en place dans le tourisme en Bretagne? Alors, il y a plusieurs choses, certaines ont déjà été mentionnées. Donc on va avoir des sentiers vraiment balisés pour empêcher les randonneurs, les visiteurs d'en sortir et d'aller abîmer des zones sensibles. On a des quotas, on en a déjà parlé. On a des mises en place de navettes, donc pour limiter l'accès aux voitures à des zones sensibles. Je pense notamment à la Pointe du Raz où on demande de s'arrêter bien avant et après voilà c'est une navette
navets qui amènent les touristes ou les baroudeurs jusqu'au bout pour vraiment limiter l'impact sur cette côte. On a ensuite donc des bacs à marée, des messages qui vont être affichés dans certains endroits. Je suis originaire de l'île de Sein et je pense à différents messages qui sont affichés sur l'île de Sein, donc de rien prendre, donc de ne rien cueillir, de ne pas toucher les galets et de ne rien laisser. Ok, donc vous avez pris votre pique-nique, très bien, vous ramenez tout ça avec vous sur le continent, on n'en veut pas, on a une toute petite déchetterie. En été, elle n'arrive pas à suivre le rythme, de limiter vraiment l'impact qu'on peut avoir, peu importe où on va. Ensuite, on en parlait un peu avec Nolan tout à l'heure, mais d'essayer de promouvoir le tourisme hors saison, donc d'éviter vraiment les grosses périodes d'affluence et de venir se répartir un peu plus sur l'année plutôt que vraiment sur la période estivale. Et à côté de ça, on a de la communication de tout bord, donc ça va être des localités, ça va être des hébergeurs, ça va être des offices de tourisme qui vont faire des messages par rapport aux enjeux environnementaux et écologiques. Et derrière ça, il y a une discussion depuis quelques années sur les camping-cars, les vannes aménagées, où est-ce qu'on les autorise, où est-ce qu'on les autorise pas. Et c'est pareil, on essaie de vraiment leur trouver un endroit où ils peuvent profiter de leurs vacances, mais où il n'y a pas un impact sur l'environnement et ni sur le fait que tout le monde puisse profiter de la même manière du littoral. On ne bloque pas la vue à la plage avec des lignes entières de camping-cars ou de caravanes. Donc il y a toutes ces discussions-là qui sont de plus en plus mises en place. Et je pense... Quand je vois l'île de Sein, vous disiez tout à l'heure que vos touristes râlaient du fait qu'il n'y ait pas de poubelle. J'entends pas vraiment ce discours-là des visiteurs à l'île de Sein, par exemple. Alors peut-être parce que c'est une île et peut-être qu'ils ont fait la lecture sur ce qui les attendait en amont. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils pour la plupart, trouvent ça assez normal de ramener avec eux ce qu'ils ont emmené sur l'île. Après, il y a toute une communication qui a été créée justement spécifiquement pour les îles en Bretagne, avec de l'affichage, avec des flyers, et effectivement, et qui explique très bien tout ça, je trouve. Et je trouve que cette com, elle est top. Et maintenant, je trouve qu'il faudrait la généraliser en fait un petit peu, parce que pour moi, elle est valable. Alors sur les îles, mais pas que quoi. Mais après, c'est très bien, je trouve qu'il y a eu cette communication qui a été faite et cette sensibilisation sur les îles, hein, clairement. Ouais. C'est vrai que c'est un coût écologique et environnemental immense. Donc je pense à la pauvre petite déchetterie qui, j'imagine, oui. qui en était surchargée de travail et a du mal à suivre. Ben, c'est super. Il faut dire que les habitants de l'île de Sein sont très écologiques. Et c'est quelque chose qu'on souligne vraiment. Et du coup, Nolwenn, moi, je voulais venir vers vous. Donc par rapport aux catastrophes, donc aux impacts sur le climat, donc sur le tourisme aussi. Et donc prenons l'exemple de la tempête Ciarán. Nous, on aimerait savoir, donc vous, vu que vous êtes actrice du monde touristique et que vous avez un gîte, il faut informer, il faut communiquer. Donc, et il faut aussi bien gérer son site. Nous, on aimerait savoir comment avez-vous fait pour gérer les différentes stratégies donc, que vous avez mises en place pour maintenir votre activité durant les perturbations de la tempête Ciarán, notamment dans la gestion de l'eau, l'isolation, la ventilation et les ventilations naturelles. Alors après, moi, très honnêtement, pour cette tempête, alors pour le coup, le jour de la tempête, il devait y avoir un voyageur qui devait arriver au gîte. Bon. Moi, j'étais pas sereine, faut être très clair, parce qu'en plus, le gîte est entouré d'arbres, de grands arbres. Et par chance, entre guillemets, ce couple qui venait n'habitait pas très loin. En fait, c'était du tourisme de proximité. Donc, ils habitaient en centre-Bretagne. Et donc, moi, j'ai préféré les appeler et leur dire, écoutez, voilà, vous avez vu aux informations. Le monsieur est agriculteur, en plus, en centre-Bretagne. Donc, c'est vrai que lui aussi avait une hésitation par rapport au fait de venir par rapport à son exploitation agricole. Et moi, très honnêtement, je n'étais pas sereine du tout parce que je pense que c'est le
le quotidien de tous les hébergeurs. On a toujours peur en fait qu'il y ait un problème pour les gens qui sont hébergés. Et voilà. Donc ils ont dit bon, vous avez raison, on vient pas, on les a remboursés et très bien. Et c'est vrai qu'après, bon, il a fallu aller découvrir le résultat de la tempête. Fort heureusement, tout allait bien. Voilà, un peu de branches cassées, etc. Mais on n'a pas eu à pâtir trop des dégâts de la tempête. En revanche, il faut être clair que d'hiver en hiver, on se rend compte que les choses ne vont pas en s'améliorant, qu'on a de plus en plus d'épisodes tempétueux. Et c'est vrai que moi, je ne suis jamais sereine quand j'ai des clients qui sont au gîte et qui a une grosse tempête, quoi. Et notamment par rapport à l'électricité, pour le coup, puisque le gîte est situé en pleine campagne, il y a souvent des coupures d'électricité. Et la grande question, c'est il n'y a plus d'élec, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on ne peut pas faire grand-chose, pour le coup, c'est le pire. Hein. Mais c'est vrai que les clients apprécient pas forcément. Alors après, on n'y peut rien, ils en sont bien conscients. Hein. Mais c'est vrai que oui, ça a des... Et nous, on va être très honnête, on se pose la question aussi de continuer, parce que le gîte est ouvert à l'année, mais on se pose quand même la question par rapport à l'hiver, parce que c'est beaucoup de tracas. Et avec, des chutes de branches d'arbres, des problèmes d'électricité, etc. C'est plus pour la sécurité, en fait, qu'autre chose, quoi. Donc après, on va voir comment évoluent les choses, on va voir. D'accord, merci pour cette précision. Et vous avez bien raison, il faut gérer les problèmes de sécurité avant tout pour la sécurité des personnes. Continuons sur l'échange sur les événements climatiques extrêmes comme les tempêtes, la tempête Ciarán. J'ai une question pour vous, Morgane. Donc, pensez-vous le secteur tourisme local est suffisamment préparé pour ce genre de type d'événement et pourquoi? Globalement, non. Malheureusement, c'est vrai qu'on y vient, mais il n'y a pas d'initiative vraiment au point de vue régional. Donc, on a des petites initiatives dispersées. On a des hébergeurs qui mettent des choses en place. On a des offices de tourisme qui mettent des choses en place, mais il n'y a pas de cadre régional systématique. Donc, on n'a pas de réponse coordonnée si jamais on devait faire face à un événement climatique extrême. On n'a pas de marche à suivre, on n'a pas ça mis en place. Donc on a pu voir ça au niveau de la tempête Ciarán, où chacun en fait a répondu à son échelle et a fait comme il a pu. Après, donc on a aussi sans doute un manque de moyens. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cadre régional ni vraiment national. Donc, on sait que ça peut être très coûteux de rénover un habitat, de rénover encore en plus si c'est un grand hôtel ou un camping qui est assez conséquent. Donc, on aimerait sans doute installer des matériaux durables, on aimerait réutiliser l'eau ou mieux utiliser l'énergie solaire, mais tout ça a un coût. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'initiative nationale pour permettre aux professionnels du tourisme de mettre ça en place. Et dernièrement, donc Nolwenn, tu disais qu'il y avait des formations. Alors c'est vrai que moi, pour mes recherches, j'en ai pas trouvé de vraiment spécifique, mais surtout il n'y a pas d'obligation. Donc encore une fois, c'est chacun qui fait selon sa bonne conscience. Donc celui qui veut se former sur la non-utilisation de pesticides, celui qui veut se former à comment réagir en cas de forte chaleur, c'est vraiment chacun qui voit et qui trouve les formations qu'il trouve. Il n'y a pas de demande de la part des hébergeurs ou des professionnels de se former. Donc pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. D'autant que c'est un discours qui touche certaines personnes, mais pas tout le monde. Mais on a quand même quelques exemples qui font réfléchir et qui, je pense, vont pouvoir inspirer d'autres professionnels à suivre cette marche. Merci Morgane pour ces précisions et qui viennent également compléter ce qu'a dit Nolwenn précédemment. Pour conclure cette conférence, il est essentiel de rappeler que le tourisme et le changement climatique s'influencent mutuellement. L'un subit les effets de l'autre
tout en y contribuant, comme on a pu le démontrer tout au long de cette conférence. Élévation du niveau de la mer, pression sur les ressources, événements extrêmes, le tourisme est à la croisée des enjeux climatiques, mais il est aussi porteur de solutions, adaptation des pratiques, mobilité douce, hébergement éco-certifié, comportement plus responsable de l'intégralité et des hébergeurs, des restaurateurs, des professionnels du tourisme en général, mais aussi des clients et des consommateurs. Repenser le tourisme, c'est aussi agir pour le climat, et en Bretagne, de nombreuses initiatives montrent déjà la voie. Merci à toutes et à tous pour votre attention, votre présence et votre engagement vers un tourisme plus durable. Merci. Merci à vous.